Salam alaikum à tous et bienvenue sur notre épisode numéro 8 de Viens débattre, dans lequel, bon là c'est un format live, mais de toute façon après ça sera en vidéo YouTube donc c'est pas forcément important, mais cette vidéo elle part d'un constat, bismillahirrahmanirrahim, que j'ai fait depuis plusieurs années, mais que j'ai vraiment réalisé aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, je suis prof depuis 1 an et demi environ, et ça fait plusieurs années que je remarque en tant qu'élève, en tant que prof, beaucoup de choses qui vont pas en fait dans l'éducation nationale en France, et là je suis en Belgique mais bon c'est à côté. En fait je remarque depuis plusieurs années qu'il y a vraiment au niveau de l'éducation au niveau de l'éducation nationale un vrai échec, subhanallah, et je pense qu'on fait on fait que s'en rendre compte au plus les années passent et au plus on s'en rend compte. Et on va parler de la réforme dont Macron a décidé de mettre en place là hier je crois ou avant-hier, enfin c'est aberrant, mais on va en parler. Pourquoi j'en suis venue à parler de ça aujourd'hui? C'est parce que, comme je vous ai dit, je voulais parler de ça depuis quelques temps, mais voilà, moi je suis quelqu'un, il me faut toujours un déclic, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui arrive pour que finalement je me dise ah ouais là vraiment faut que j'en parle. Bref, juste pour rappeler le format de Viens débattre, je suis ni shir, ni oulema, ni personne, hein, je le dis parce qu'à chaque fois on vient me dire ouais mais religieusement j'ai pas de casquette de shir, j'ai que un hijab, et encore il est pas très bien mis, qu'Allah me pardonne, mais j'ai pas de casquette je suis pas une prof en fait. Moi ici le format c'est Viens débattre, je donne mon avis parce que je suis prof de philo, c'est ce que j'attends de mes élèves qui donnent leurs avis, mais il y a pas de, c'est pas un avis religieux, c'est pas, voilà, oui, comme ça vous savez. Je vais mettre un peu moins fort. Moi j'ai pas de casquette hein, religieuse, je fais que donner mon avis. Aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le 29 juin et je pense comme en France, on arrive dans les derniers moments de l'école. C'est-à-dire que là, on est dans le moment où les élèves passent leurs examens, où ils passent leur bac, où ils passent leurs qualifications, bref. Et en fait, les profs, quant à eux, sont dans le moment des délibérations, pardon, des conseils de classe, des réunions parents-prof, bref, on est à la fin de l'année, quoi. Et en fait, j'ai eu du coup une réunion aujourd'hui, enfin un conseil de classe aujourd'hui avec plusieurs classes, dont une classe dans laquelle il y a toujours des problèmes. Voilà, c'est vraiment une classe dans laquelle il y a toujours des soucis. Les élèves, ils sont super agités. Les élèves, ils manquent beaucoup de respect. Comme on pourrait dire, c'est un peu des rolotos. Hein, c'est les rebeux qui me suivent vont comprendre. Ça veut dire c'est un peu des... Voilà, c'est un peu des... Comment on peut dire ça? Ce sont des élèves très perturbateurs qui ont toujours malheureusement, et encore une fois ça nous dessert en tant que maghrébins musulmans, mais bon, khair Inch'Allah, qui ont toujours le même profil en fait, un peu de, voilà, de perturbateurs, qui ont toujours la grande gueule, qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de bazar dans la classe, qui engrainent les autres, bref. C'est vraiment une classe de roloton, on va dire entre parenthèses, mais Allah il voit que c'est affectif quand je dis ça. Bref, dans cette classe, il y a beaucoup d'élèves, c'est des bonnes personnes, ce sont des bons élèves, ils sont tous, voilà, on va pas dire le contraire, ils sont tous, à part une seule, très agités, ils aiment bien, voilà, c'est des rolotos tout simplement. Mais il y en a ce sont tous des rolotos, mais il y en a c'est des rolotos qui ont un bon cœur malgré tout, c'est-à-dire qu'ils vont faire le bordel, etc. Mais dès que tu vas les reprendre, ils vont jamais te manquer de respect. Moi, ils m'ont jamais manqué de respect, sauf un, et je vais en parler. Ils sont jamais dans le manque de respect. Ils foutent le bazar, ils foutent le da'wa. Malheureusement, le terme il a été galvaudé. Parce qu'à la base, da'wa, ça veut dire l'appel à l'islam. Hein, maintenant, on dit da'wa pour dire le bazar. Mais bref. Mais c'est des personnes qui sont quand même respectueuses. Mais dans cette classe-là, il y a, je pense, 2 ou 3... Non, en vrai, il n'y en a qu'un seul, mais... Il y en a qui sont influencés par cette personne, mais il y en a un seul qui est pas forcément gentil en fait. C'est-à-dire que lui c'est vraiment le roloto, on va dire entre parenthèses, dis ces mots-là c'est pour qu'on me comprenne. Pas vraiment gentil, c'est-à-dire qu'il fout vraiment le bordel, qu'il fout le bazar, je parle mal, mais qui n'a pas, je sais pas, hein, je le connais pas, mais je pense qu'il a des problèmes psychologiques cet élève malheureusement. Et je pense aussi que, c'est pas qu'il a un bon fond, moi je pense que fondamentalement on a tous un bon fond, mais que voilà la vie fait que, les épreuves font que, mais je pense que lui il en a vraiment sur la patate, il en a vraiment sur le cœur pardon, et c'est vraiment difficile pour lui d'extérioriser, et du coup il est beaucoup dans la vulgarité, il est beaucoup dans la méchanceté, dans la dureté. Bref, ce qui s'est passé c'est que moi au mois de décembre, pendant un cours de philo, j'ai eu une altercation avec lui. C'était la première fois que ça m'arrivait. Voilà, quand t'es jeune prof en fait tu prends des trucs comme ça dans les dents et on te dit démerde-toi avec ça, mais c'est pas grave. Il s'est beaucoup énervé, je lui ai demandé à plusieurs reprises d'enlever sa casquette, je sais plus moi, un truc comme ça. La classe était déjà très agitée parce que comme je dis c'est une classe de personnes très agitées.
Et je lui ai dit, je sais pas, à la quatrième reprise, d'enlever sa casquette, de ses écouteurs, je sais plus c'est quoi. Et en fait, quand je dis il y a des problèmes psychologiques, c'est qu'il a pété les plombs, mais d'une façon, on pète pas les plombs pour ça, en fait. Vraiment, tu voyais que tu vois que le gamin, il est vraiment dérangé psychologiquement. Ça va pas, tu pètes pas les plombs comme ça, tu hurles pas comme un malade comme ça. Il avait les poings serrés, mais quand je vous dis serrés, de toute façon, je pense sincèrement à la Walem, mais je pense que il y avait une autre prof avec moi dans la classe à ce moment-là, parce que voilà, j'avais décidé de mettre en place un débat et je voulais que cette prof-là vienne, parce que c'est une prof de morale. Bref, je pense que si elle avait pas été là pour le canaliser entre parenthèses, je pense qu'il m'aurait foutu une tarte complètement, même un point, je pense qu'il m'aurait vraiment, voilà, il m'aurait mis une patate tout simplement. Moi, j'ai hurlé dessus, chose à jamais faire, mais voilà, je suis jeune prof, j'essaie, je suis dans mes débuts, j'ai hurlé dessus. Parce que j'estimais que c'était un manque de respect, mais jamais de ma vie j'aurais parlé comme ça à un prof. Et j'ai que 28 ans. Lui, il a hurlé au-dessus de moi, et j'ai hurlé, et ça hurlait, ça hurlait, ça hurlait. Jusqu'au moment où je me suis dit carrément, soit tu lui fous une claque, en fait, tout simplement, soit tu bouges. Et je vais pas les frapper, parce que je n'ai pas à les frapper. Donc je suis partie. Tout ça pour dire que, voilà, c'est quand même quelque chose de grave, en fait. C'est à hurler à ce point sur un professeur, c'est grave. Avoir les poings comme ça, être sur le point de frapper un professeur, c'est grave. Et j'ai appris à ce conseil de classe aujourd'hui que cet élève-là, il avait aussi, j'étais pas la première avec qui il faisait ça, même si je le savais parce que cette classe, elle est réputée pour être terrible. Donc j'ai fait un rapport, pardon, à cet élève, et j'ai appris aujourd'hui au conseil de classe que c'était pas la première fois qu'il avait ça avec un prof. Il a aussi fait ça à un prof de religion islamique. Je tiens à préciser qu'il est musulman. En Belgique, il y a des cours de religion à l'école. Donc il est musulman, ça vous montre un peu en fait, ça pose un peu le contexte. Il est musulman, c'est un élève, il n'hésite pas à vouloir frapper un prof de religion. Vous voyez un peu la désacralisation, on n'a plus de valeur pour les profs. Et encore moins, tu te dis, c'est un hajj, c'est un prof de religion, c'est un hajj, toi t'es un gamin, tu veux lui lever la main dessus. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? À ce prof-là, du coup, il a voulu le frapper. Heureusement, encore une fois, qu'il y avait un éducateur qui l'a empêché. Et une autre prof, à qui il a complètement manqué de respect. Et en vérité, les autres profs ne veulent pas le dire. Je vais vous expliquer pourquoi dans le fil de la vidéo. Mais je sais très bien qu'il a manqué de respect à tous les profs. Bref. Et en fait, moi, j'ai soutenu ces personnes-là, ces profs-là qui ont eu le même problème que moi, parce que je trouve qu'on est prof, on doit soutenir, et puis c'est hors de question, en fait, de laisser passer ça. Mais en fait, on se rend compte que, quand on va le dire à la direction, par exemple, là, au conseil de classe, on se rend compte que, voilà, la réputation de l'établissement, ah, mais faut pas trop faire de vagues, ah, mais on a un quota à pas dépasser. En fait, tout simplement, ce qui est pointé, là, c'est vraiment un très grand laxisme, et qui, en fait, on va se rendre compte que ce laxisme-là, il est très en vogue dans notre époque, parce que, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je parle que de ça, mais parce que c'est vrai, on est dans une époque de wokisme, on est dans une époque de laisser aller, de laisser faire, de relativisme, de on dit pas les choses, de il faut être ouvert d'esprit, du coup on doit pas dire les choses, de pédagogie positive et toutes ces, je vais pas dire le mot, mais toutes ces bêtises, pour moi c'est du bullshit complètement. Et en fait du coup ça fait que on en vient à ce que des élèves de 20 ans, c'est un gamin, arrivent à lever la main sur des profs, mais on va pas le renvoyer, mais il faut le comprendre, mais voilà, on en vient à des extrêmes comme ça. Et je pense que, on va le voir après pourquoi, mais je pense que c'est un très grand facteur qui fait qu'en fait on est arrivé aujourd'hui à ce nivellement par le bas dans l'éducation nationale. Je pense qu'il faut vraiment en parler, surtout donc, avec ce projet là signé Macron de rallonger les journées des élèves de collège en quartier prioritaire. En plus, en quartier prioritaire, il veut faire passer la journée de 8h à 18h. Mais de qui se fout-on en fait? Et en fait, tout ça, vraiment encore une fois, tout ça, toutes ces réformes, ces machins, pédagogie, ça prouve en fait de 8h à 18h, ça prouve que une seule chose, c'est que nos gouvernants, ils sont en déconnexion, mais totale en fait, et réelle, par rapport à la réalité des gens, totalement. Que ce soit par rapport à la réalité des ouvriers, que ce soit par rapport à la réalité des gilets jaunes, en fait, notre gouvernement, il est en totale déconnexion avec ce qu'on vit, et là on le voit bien par rapport aux enfants, en fait. Déjà les enfants, ils pètent les plombs d'être enfermés de 8h à 17h ou à 16h, mais alors tu vas leur rajouter 1 heure, mais bref, c'est pas du tout... Je pense que vous l'aurez su, faut être désolé. C'est pas du tout la solution. Et même le plus jeune et le plus incompétent des enseignants, il vous dira que c'est une hérésie et c'est une aberration de penser comme ça. Là, j'ai introduit le contexte. Et du coup, le prochain point, en fait, on va passer aux raisons qui, selon moi, les raisons pour lesquelles, en fait, on est dans cet échec de l'éducation nationale. Les raisons pour lesquelles on est dans ce tel nivellement par le bas depuis des années, parce que ça fait des années que c'est comme ça. Il y en a plusieurs. Enfin, encore une fois, c'est selon moi et c'est ce que moi j'ai listé. Selon moi, on ne cessera pas de le rappeler, mais les raisons de cet échec, elles tiennent surtout et en premier lieu à un climat général. Voilà. Ce climat général, c'est celui, on n'arrête pas de le dire, d'une désertification, d'une déspiritualisation et en fait tout simplement d'une désacralisation de façon très générale à tous les domaines de la vie, à tous les domaines de l'existence de la vie.
Premièrement, au niveau religieux, tout simplement, on se rend compte que plus on avance, vraiment, et moins les gens ont une conscience religieuse, moins les gens, ils ont des adeptes religieux, moins les gens, ils ont des valeurs, des choses qui leur tiennent à cœur, des idéaux, en fait, vraiment nobles et spirituels. Et surtout pour les jeunes, à part quelques exceptions, en fait, ils voient tous, quasiment tous, je le vois, hein, mes élèves, voilà, je le vois très bien, ils voient quasiment tous la religion comme quelque chose de rasoir, comme quelque chose de lourd, comme quelque chose d'ennuyeux, mais pas du tout comme quelque chose vers lequel ils ont envie d'aller. CF, je vous rappelle, je sais pas si vous aviez vu, mais j'avais une discussion, un petit débat en story avec une sœur qui m'avait dit justement, elle fait des études à la fac, et elle me disait, mais comment en fait allier le côté spirituel, le côté religieux, et le côté en fait très spontané de la jeunesse, en fait, comment allier le côté jeunesse et le côté religieux, en fait, comment être jeune tout simplement et s'intéresser à la religion, parce que c'est tellement, on nous la sert tellement sous des couverts d'ennui, sous des couverts de, c'est tellement rasoir en fait que nous en tant que jeunes, on n'arrive pas à se dire la religion c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose vers lequel on a envie d'aller. Ça, je pense que c'est un des premiers facteurs. Mais là je vais poser le contexte. Donc pour moi la première chose pour laquelle, là je parle en tant que musulmane bien évidemment, vous avez compris, la première chose pour laquelle on en est arrivé vraiment à cet échec en fait, enfin, faut le dire, de l'éducation nationale, c'est parce que déjà premièrement on a un manque de modèles, on a vraiment un manque de modèles au niveau des jeunes générations, et c'est la raison pour laquelle c'est à nous en fait, jeune génération, je me considère encore comme jeune, ça va, j'ai pas 30 ans, c'est à nous en fait de changer les choses et de changer l'image ennuyeuse et ringarde, parce que c'est le cas, que l'on accole à la religion en proposant des contenus nouveaux qui partent en fait de supports connus que les jeunes utilisent. Les jeunes ils utilisent quoi de façon générale? Les réseaux sociaux. Alors forcément, si on veut les toucher, c'est à partir de là que l'on doit commencer, c'est obligatoire. Et c'est déjà ce que l'on voit en fait. Mais je trouve qu'il faut plus l'accentuer et tâcher de relever, comme beaucoup de philosophes musulmans le disent, le défi de la modernité. En fait, c'est-à-dire tâcher d'allier islam et modernité sans pour autant entacher l'une ou l'autre. Parce que de nos jours, on parvient pas encore à faire ça. C'est-à-dire que soit on va aller dans la modernité à 100%, donc ça va être par exemple, je le dis toujours, c'est pas méchant, hein, c'est des personnes, je pense, voilà, qu'Allah il les guide, et je pense que ce sont des bonnes personnes, mais par exemple ça va être tous les humoristes de 2.0 maghrébins qui vont nous resservir et nous resservir et nous resservir toujours la même sauce, les clichés sur les musulmans, les clichés sur les maghrébins. CF, là, dernièrement, j'ai vu quoi? La série de Nawel Madani, jusqu'ici tout va bien, j'ai beaucoup aimé cette série, mais encore une fois, malheureusement, j'en ai discuté avec une sœur pas plus tard qu'hier, malheureusement c'est toujours et tout. Alors même si on voit qu'il y a quand même des efforts, ça a un peu changé sur certaines choses, mais dans la globalité c'est toujours un ramassis de clichés sur les musulmans. La femme voilée, comme l'avait dit la sœur, qui forcément ne va pas parler de sentiments, elle est très frigide, on l'appelle Al-Qaïda, elle est très dure, elle est très méchante avec sa fille, elle lui interdit tout. Enfin, en fait c'est des clichés. Après il y a l'autre, la maghrébine qui porte pas le voile et elle sort avec un gouer, elle boit de l'alcool. Enfin c'est des clichés qui sont c'est toujours les mêmes clichés en fait, et c'est lourd. Et c'est pour ça que nous, jeunes générations, on doit en fait relever ce défi-là d'allier islam et modernité, mais sans pour autant aller dans les clichés qu'on voit en permanence en fait de ce que je viens de vous dire, des musulmans émancipés, qui vont boire de l'alcool, qui vont... Il faut proposer la vraie image, l'image de la réalité. Malheureusement, c'est pas ce qu'on nous propose. Il faut pas non plus aller dans l'autre extrême. L'autre extrême, c'est quoi? L'autre extrême, c'est une caricature de la religion. C'est pareil, voilà. C'est, dommage, il est pas là, mais c'est les livres, soit une bonne épouse rose avec des fleurs et des trucs, et du coup, quand tu lis le livre, tu te dis qu'en fait, ah bah, du coup, je comprends, pour être une bonne épouse, je dois rester chez moi toute la journée, je dois faire que servir mon mari, je dois lui baiser les pieds quand il rentre, enfin... Franchement, on est vraiment en manque de modèles, des modèles réels de la réalité, pas des modèles fantasmés d'un côté ou de l'autre en fait. Il faut vraiment être dans ce modèle de la réalité. Et c'est la raison pour laquelle je le redis, c'est à nous, musulmans de la jeune génération, de proposer du contenu et des modèles assez jeunes qui pourront se retrouver en nous. Des modèles dans lesquels les jeunes pourront se retrouver, pardon, ma phrase ça voulait rien dire, en toute modestie, hein, je parle pas de moi, je parle juste de la jeune génération, j'en fais partie, mais voilà, je parle pas que de moi, et à commencer par les femmes, même si c'est pas le sujet, vous savez que c'est mon sujet de prédilection, mais comment voulez-vous, moi j'en parlais en plus avec une sœur qui est là sur le live ce soir, comment voulez-vous que des jeunes musulmanes voilées, modernes, elles se retrouvent dans les figures féminines qu'on voit sur les réseaux?
Si les figures féminines qu'on voit sur les réseaux, c'est pas des voilées qui sont en train de danser sur TikTok, qui sont en train de faire n'importe quoi, de bouger leur aura, eh ben ça va être quoi? Ça va être les comptes de rappel de machin ou de Niqab 2.0. La femme, tu la vois jamais, tu entends pas sa voix parce que sa voix c'est une fitna. Parce que si, comment voulez-vous que les jeunes musulmanes elles se retrouvent en fait? C'est impossible de se retrouver dans ça, c'est impossible. Et forcément, là c'est pas le propos, mais simplement ce que je veux dire c'est que selon moi, encore une fois viens débattre, c'est une série dans laquelle on débat, mais selon moi si les jeunes ils sont d'autant plus perdus actuellement, c'est parce que entre autres ils trouvent pas de modèle en fait, ils trouvent aucun modèle auquel se référer. Soit les modèles c'est des musulmans 2.0 qui boivent d'alcool, qui machin, qui sortent avec des gueules, qui ci, qui ça, et du coup bah c'est pas ce qui leur parle. Soit c'est des personnes, des modèles de rigueur et d'ascétisme et d'extrémisme qui leur parlent pas non plus, parce qu'en fait eux ils sont juste dans le juste milieu. C'est des jeunes qui pour les femmes elles portent le hijab, c'est des jeunes qui ont les réseaux, c'est des machins, c'est des trucs, mais ils se retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre parce qu'en fait les deux sont caricaturaux et reflètent des extrêmes et non pas la réalité. Moi je trouve qu'en fait on devrait vraiment leur proposer des modèles qui comprennent ce qu'ils vivent, des modèles qui partagent les mêmes valeurs, des modèles qui sont dans le temps comme eux en fait, qui sont dans le coup, qu'ils ont le temps, qui sont en phase avec leur temps, pardon, qui ont traversé les mêmes épreuves. C'est ça en fait, on doit pas différencier les deux, travail et vie privée. On doit venir avec nos valeurs. On doit venir avec nos valeurs et on doit venir avec ce qu'on est. Mais c'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'est pas dans la modernité en fait. On peut être musulman, porter une barbe, porter un voile et être moderne. L'islam il doit vraiment relever le défi de la modernité et c'est pas l'islam parce que l'islam on en a rien à lui dire sur lui. C'est les musulmans. On a du mal en fait à se dire je vais être dans le dîn et moderne alors que c'est possible, c'est probable. Pour moi la deuxième raison, parce qu'on va pas trop s'égarer sinon je vais encore trop parler, la deuxième raison pour laquelle on assiste à cet échec de l'éducation de nos jours, c'est un insupportable relativisme. Ça c'est le deuxième point. En fait on est arrivé à un tel niveau de nivellement par le bas. C'est aussi pourquoi, c'est parce qu'en fait on a, de façon générale dans la société, un énorme laxisme dont on fait preuve sur tous les points. C'est-à-dire que je parle pas que des profs ou de l'éducation, hein, mais je parle de la société en général. Je vous apprends pas qu'on est dans une société de fitna, hein, je pense que vous l'avez remarqué, d'hypersexualisation, de voyeurisme, de superficialité, de pédophilie assumée, il faut dire les termes hein, ici, de pornographie revendiquée, etc. On est vraiment dans une société de fitna. Et encore une fois, on va parler du wokisme, parce que vous savez que j'adore en parler, mais parce que c'est la vérité, parce que c'est très actuel et c'est une donnée qui est à prendre en compte en fait. La vague de wokisme et de progressisme qui s'empare de la société depuis quelques années, en fait, elle laisse cette société, cette dernière, donc notre société, elle la laisse dans un climat général de permissivité extrême, de relativisme extrême, finalement de laxisme à outrance. Et c'est parce que on pense qu'il faut absolument être ouvert d'esprit, tolérant, bienveillant, hein, je mets des énormes guillemets, bien pensant surtout, ne contredisez jamais l'opinion actuelle, jamais. C'est parce qu'en fait on pense qu'il faut tout accepter, sinon on sera pas ouvert d'esprit, au nom d'une pseudo-tolérance qui vire plutôt, hein, selon moi, au relativisme. C'est parce qu'on pense qu'il y a plus de valeur, que tout se vaut, que la biologie n'existe pas, que tout ça c'est que de la construction, que c'est que du social. En fait, c'est parce qu'on est dans cette époque du déconstructivisme, de la déconstruction, que forcément tout ça va se retrouver au niveau, enfin, que les jeunes forcément vont être perdus. On retrouve évidemment dans tout cela, au milieu de tout cela, des jeunes qui sont sans repère, qui sont sans valeur, sans figure tutélaire à laquelle se rattacher. Et surtout les musulmans en fait, parce que les jeunes musulmans, là je suis musulmane donc je parle forcément à eux en premier lieu, puisque la religion elle a de moins en moins de valeur et de crédit aux yeux de cette nouvelle génération, alors cette nouvelle génération elle tente de s'accrocher à autre chose. Et les musulmans, comme je vous l'ai dit, les jeunes musulmans, vu qu'ils ont plus de modèle, comme on vient de le dire juste avant, et ben forcément, ils vont s'attacher au modèle que leur propose la société actuelle, la société de fitna, de progressisme, de LGBT, de toutes ces choses-là. Et c'est quoi ces modèles-là? Ben c'est des modèles dans lesquels toutes nos valeurs à nous, islamiques, elles sont reniées. Le transhumanisme, le fait que tu peux changer de sexe comme tu veux, l'hypersexualisation, le wokisme, ça c'est des choses qui sont pas islamiques en fait. Mais forcément les jeunes ils vont se retrouver dans ça parce que nous, on leur apporte pas de modèles. On leur apporte des modèles qui sont clichés, comme j'ai dit, d'un extrême ou dans un extrême ou dans un autre. Bref, tout un tas d'idéologies en fait qu'on tente de leur mettre dans la tête et qui font en fait qu'ils savent plus raisonner de façon saine et logique. Et en fait, en ne cessant pas de leur marteler que si tu refuses certaines idéologies, bah t'es transphobe, bah t'es homophobe, bah t'es rétrograde, bah t'es pas ouvert d'esprit, et ben etc., etc., on a fini par leur faire perdre beaucoup de valeur. Et les jeunes, comme j'ai dit, qui sont nés dans les années 2000,
arrivent proprement, en fait, ils arrivent là maintenant dans ce climat de déconstruction, dans ce climat qui fait que les valeurs dans lesquelles ils avaient cru étant plus jeunes, toutes les valeurs islamiques qu'on leur a enseignées, ne cessent pas de s'effriter. En fait, toutes ces valeurs-là ne cessent pas de s'effriter parce que maintenant, on essaye de nous faire accepter toute chose sous couvert d'ouverture d'esprit, comme j'ai dit, de bienveillance, de progressisme, de wokisme, etc. Alors forcément, les jeunes, les premières victimes de ces idéologies, eh ben, ils peuvent que acquiescer, ils ne peuvent qu'accepter parce qu'en fait, comme je vous ai dit, comme ils n'ont pas de modèle au niveau islamique, bah, ils vont aller chercher des modèles dans la société dans laquelle ils sont, tout simplement. Et il faut pas oublier que les jeunes, ce sont les premiers, ce sont les premières victimes, et ce sont les premiers à être exposés à ce type de discours. Et de toute façon, ce type de discours leur est adressé, on le voit très bien, encore une fois, je répète, je suis professeur, je le vois très bien, c'est ce que l'on voit désormais de plus en plus arriver, et ça va ne faire, j'ai du mal à parler ce soir, ça va ne faire qu'empirer dans les écoles publiques déjà, on essaie à coup de... Alors les cours, ils s'appellent ouverture à la différence. Alors à coup de cours de ouverture à la différence, on essaye en fait d'implanter dans leur esprit, dans leur très jeune esprit, parce que c'est des enfants, hein. En primaire, ils ont quoi, 3-4 ans, j'exagère, 5-6 ans. On essaye de leur implanter dans leur esprit des idéologies, en fait, de jeunes, dans l'esprit de jeunes innocents, on essaye d'implanter des idéologies, en fait, mortifères, soi-disant progressistes, et en fait qui sont, nous on le sait en tant que musulmans, diaboliques, parce que c'est que de la finta. Les jeunes, ce sont les premières victimes. Les jeunes, c'est les premières victimes, sont le terrain fertile de toutes ces idéologies nauséabondes que l'on voit pulluler ces derniers temps. Et tout cela joue sur eux, sur leur réussite à l'école, sur leur investissement. Pourquoi là je parle de ça? Parce que là vous allez me dire, mais là on parle de l'école. Mais oui, parce que tout ça, tout ce climat, vous croyez quoi? Tout ce climat qui est autour d'eux, il joue sur leur réussite à l'école, c'est évidemment sur leur investissement. Puisqu'on leur crée des faux problèmes, puisqu'on implante dans le cerveau d'un gamin de 3 ans, bah tu sais, tu peux devenir une fille si tu veux. Comment voulez-vous, si on lui martèle ça tous les jours à l'école, tu peux devenir une fille, tu peux devenir un garçon, finalement tu peux changer de sexe comme tu veux. Comment voulez-vous qu'il parvienne ensuite à réussir à l'école? Comment voulez-vous qu'avec toutes ces idées dans la tête, il se sente bien dans sa peau et qu'il réussisse son parcours scolaire? Comment voulez-vous? C'est impossible, c'est tout à fait logique. Et bien sûr que c'est aux parents de reprendre à la maison ce qu'ils ont vu à l'école, mais moi je suis prof et je peux te dire, et je peux vous dire que l'éducation elle se fait des deux côtés en fait. Si t'as des profs qui sont zéro du début de ton cursus scolaire jusqu'à la fin, si t'as des profs qui sont nuls, qui sont zéro, les parents ils ont beau reprendre à la maison, il va être entaché, l'enfant va être entaché, c'est évident. Et pour moi, la troisième des raisons pour lesquelles on est dans ce climat en fait d'échec au niveau de l'éducation, c'est bon, parenthèse, j'ai relevé que 3 raisons, il y en aurait beaucoup plus, mais c'est un live et c'est une vidéo vient débattre, et j'ai envie aussi de vous laisser la parole, donc forcément c'est un peu moins long qu'un autre format, mais voilà, pour moi c'est les raisons principales. La troisième raison pour moi c'est un manque d'éducation religieuse. Si on en revient maintenant à la sphère plus privée, comme l'a dit la sœur, à la sphère plus privée, pardon, de la maison, de la sphère intime. Selon moi, le nivellement par le bas auquel on assiste en ce moment vient aussi et surtout d'un gros manque d'éducation spirituelle. Pas que religieuse, mais surtout spirituelle. Ce sont toujours les éternels mêmes débats, vous me connaissez, mais c'est pas grave, on est là pour ça, pour répéter. Il faut en parler si on souhaite, Inch'Allah, que ça change. Je vous assure que j'ai, malgré ma très jeune expérience, comme je vous dis, ça fait même pas 2 ans que je suis prof, j'ai vraiment pas mal d'élèves déjà, et je vois la différence, vraiment, wallah, je vois la différence entre ceux qui sont élevés dans un apprentissage éclairé, sain et pédagogique de la religion, et ceux qui sont élevés dans une éducation religieuse par héritage. Quand on est élevé dans une éducation religieuse par héritage et par mimétisme, on n'inculque pas nos parents ne nous inculquent pas la religion de la même façon que si on était élevé dans un apprentissage religieux par pédagogique, ce que j'appelle éclairé, c'est-à-dire dans lequel l'enfant et l'élève du coup va poser des questions, il va s'interroger, son parent il va lui dire c'est comme si dans la religion, mais c'est pas parce que c'est comme ça que t'as pas le droit de réfléchir, t'as le droit de te faire ton propre avis, t'as le droit de faire tes expériences, bref. Ceux à qui on a expliqué pourquoi c'était haram, pourquoi non, pourquoi comme ci et pas comme ça, pourquoi ceci, pourquoi tu devrais pas faire ça, pourquoi c'est mieux que tu fasses ceci, mais tu peux y réfléchir, tout en lui imposant, mais tu peux y réfléchir. Ceux à qui on a éduqué de cette façon, et à qui on n'a pas juste hurlé en permanence haram, bida, makruh, haram, bida, makruh, eh ben, on voit la différence au niveau je suis prof, je vous le dis, on voit la différence. Je vois la différence au niveau de leur ouverture d'esprit. Vraiment. Et vous savez que j'utilise pas ouverture d'esprit pour tout et rien. Vous me connaissez. Regardez un exemple. Encore une fois, je donne une anecdote parce que c'est ce qui est le plus parlant. Dans une certaine de mes classes, il y a une certaine de mes classes dans lesquelles j'ai que des élèves filles. Parce que la matière fait que c'est souvent des filles qui vont là-dedans, l'option, pardon. Il y a une élève, je vous prends un exemple. On était en plein débat
voilà, on était d'ailleurs en pleine évaluation. Pour l'évaluation, j'avais décidé de leur donner des dilemmes. C'est-à-dire que tu dois choisir entre telle alternative et telle alternative et tu m'expliques pourquoi. Le but, c'était de les aider à débattre, de donner leur avis de façon éclairée, de façon déconstruite en fait, en leur donnant des alternatives entre deux choix éthiques, toujours des dilemmes éthiques. Est-ce que tu préfères tuer ta mère? Enfin bref, je dis n'importe quoi, mais c'est des choix éthiques. Bref, j'ai une élève, comme beaucoup d'autres, qui est d'origine maghrébine. J'ai quasiment que des musulmans, quasiment que des maghrébins. D'origine maghrébine, musulmane de naissance, comme beaucoup d'autres, comme je vous l'ai dit. Et il y avait une autre élève dont seul le père, de ce qu'elle m'a dit, seul le père est maghrébin, et a fortiori musulman. Et du coup, la maman de cette élève-là, elle est pas musulmane, donc je pense que l'élève est converti et que la maman était convertie aussi. Bref, tout ça pour vous dire quoi? J'ai eu pendant un cours, donc pendant ce cours-là, de dilemme, j'ai soulevé le débat de la peine de mort. Il y avait un des dilemmes, c'était es-tu pour la peine de mort ou bref. Il y avait un dilemme comme ça. Et parce qu'en tant que prof de philo, j'en fais souvent des débats, comme je l'ai dit, pour essayer de les ouvrir à la discussion. Et cette fois-ci, en fait, donc il fallait choisir entre deux alternatives. Je me rappelle plus très bien de la conversation exactement, mais je sais que la musulmane de naissance, elle était complètement radicale, en mode « Ah non, mais moi je suis pour la peine de mort. Ah non, mais moi vraiment je suis pour la peine de mort, machin et tout, il faut la rétablir, etc. » Ok, il y a aucun problème, hein. J'ai vraiment dans mon cours, si vous voyez comment ça se passe, chacun donne son avis. Et moi je juge personne, mais juste je veux une chose, c'est que tu réfléchisses et que tu argumentes. Première des choses, c'est pas c'est comme ça parce que non, tu argumentes pourquoi c'est comme ça. Et elle me dit, donc je lui dis bah explique-moi pourquoi t'es pour la peine de mort et tout. Et elle m'a dit une chose qui m'a beaucoup choquée, encore à l'heure actuelle. Elle m'a dit que les musulmans, parce que en fait, les élèves, ils partent de là où ils sont des musulmans, donc ils partent de leur propre contexte, de leur propre horizon, en fait. Et je peux pas les bannir, les blâmer pour ça, ils partent de là où ils sont, c'est logique. Elle m'a dit que chez eux, chez les musulmans, donc chez nous, la peine de mort, elle était totalement légitimée pour les koufars, c'est-à-dire pour les non-musulmans. Ah, madame, c'est tout à fait d'accord pour les non-musulmans, pour les koufars. Moi, je suis tout à fait pour la peine de mort. Parce que leur vie, elle vaut beaucoup moins que la nôtre. Imaginez-moi, avec tout mon background, vous savez comment je suis, comment je pense, imaginez-moi comment j'ai réagi. Et surtout, mais moi on s'en fout de moi, le plus important c'est l'élève convertie. Donc elle a été totalement horrifiée. Et elle a très forcément parce que ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est très diplomate cette fille-là, elle a remis très vite les choses dans leur contexte et elle lui a rappelé déjà que en tant que musulmane, elle doit savoir que pour Dieu, le fait d'ôter la vie d'une personne, c'est comme si elle avait ôté la vie de toute l'humanité. Déjà premièrement, quant à moi, j'ai remis aussi les choses dans leur contexte et j'ai tâché d'apaiser cette élève, donc la première, en lui disant que personne n'avait le droit d'ôter la vie de quelqu'un, que la vie elle est sacrée, que etc. etc. Tout ça pour dire que même si ça reste un exemple, je suis bien d'accord, je suis pas en train de généraliser, un exemple reste un exemple et un exemple vaut ce qu'il vaut. Mais tout ça pour dire que l'éducation religieuse ou l'éducation, quand elle est éclairée, quand dans ton éducation tu permets à ton enfant de poser des questions, de revenir sur ce que tu dis, d'interroger ce que tu dis, d'interroger les grands a priori et les grands principes que tu poses, quand tu lui permets d'avoir cette marge d'interaction avec toi, eh ben tu vois forcément que ça va être qu'un enfant qui va être beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus éclairé, qui va aller vers autrui, qui va comprendre, qui sera pas radicaliste comme ça. Je dis pas que la fille, la première, elle a eu une éducation mauvaise, j'ai même pas d'enfant, je suis personne pour juger, mais vraiment ce que je veux dire c'est que on voit vraiment la différence lorsqu'on éduque nos enfants religieusement par le prisme de l'héritage, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, d'accord, et par le prisme de l'éclairage. C'est comme ça parce que, si tu n'es pas d'accord, pose-moi des questions, je t'explique. C'est comme ça parce que, mais tu peux penser autrement, je vais t'expliquer pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vraiment, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, deux élèves complètement différents. Et on voit que vraiment, à la base, c'est l'éducation qui a mené à ça, subhanallah. Donc, je dis pas que ma première élève était forcément fermée, mais on voit, encore une fois, je répète, on voit vraiment la différence lorsqu'on éduque des enfants par le prisme de l'héritage et quand on éduque des enfants par le prisme de l'éclairage. Tu peux poser des questions, t'as le droit de poser des questions. C'est pas haram de demander pourquoi j'ai pas le droit de manger du porc. C'est pas haram de demander pourquoi j'ai pas le droit d'avoir des petits copains. C'est pas haram de vouloir savoir. Ce qui est haram, au contraire, ça l'est pas, mais pour moi ce que je penserais plus haram, c'est de dire à ton gosse c'est comme ça et tu t'es, c'est comme si, et voilà. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu le pousses par toi-même. Tu le pousses par toi-même dans le péché. Pourquoi il m'interdit tout? Bah, si elle m'interdit tout comme ça, c'est que forcément il y a quelque chose derrière. Bah, je vais aller voir ce que c'est. Et il va tomber dans le péché. Alors que si tu lui expliques les choses, tu peux pas avoir de relation hors mariage parce que le mariage c'est quelque chose de sacré, les relations c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de sacré, tu dois le réserver à ton mari, à ta femme. Là, il va comprendre les choses. Mais si tu lui dis juste haram, 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 il va pas comprendre. Et à un moment donné ou à un autre, ça je l'ai vu, j'ai tellement d'exemples d'amis
qu'ils ont fini comme ça, à un moment donné ou à un autre, il va faire tout sauter. Et alors là, ça va être YOLO, comme on dit. Simplement, en plus, nous, en tant que musulmans, il faut qu'on se rappelle qu'Allah, il ne cesse pas lui-même de nous appeler les doués d'intelligence. Il ne cesse pas lui-même, Azawajel, de nous demander si on médite, si on réfléchit, si on n'a pas des cœurs pour réfléchir, pour méditer. Allah lui-même, il nous dit, est-ce que vous réfléchissez? Alors, c'est pas à nous d'aller créer des robots par rapport à nos enfants, d'en faire des robots qui demandent pas et qui appliquent simplement. On voit bien qu'il y a un problème. Une éducation spirituelle, c'est aussi le fait de rappeler à l'enfant qu'Allah, il est toujours là, avec lui. C'est le fait de l'inciter à la taspriya, à la purification, qui ne se fait pas sans effort. L'introspection, le djihadun nefs, la remise en question, le questionnement constant sur ses intentions, ses pensées, ses décisions. Voilà pourquoi on parle d'éducation spirituelle et pas simplement religieuse. Car on parle d'un cheminement. Une des raisons pour lesquelles je répète pour les personnes qui viennent, et parce que j'aime bien répéter pédagogiquement, c'est très important de répéter, une des raisons pour lesquelles les enfants sont arrivés, enfin on est arrivé au niveau de l'éducation à ce tel nivellement par le bas, ce tel échec, c'est parce qu'on a voulu, je pense, encore une fois c'est mon avis, viens débattre, vous savez c'est mon avis, parce que je pense qu'on a tout misé sur une éducation religieuse, haram, bid'a, halal, etc., et moins sur le dialogue, et aussi parce qu'on a été plus vers l'éducation religieuse et moins vers l'éducation spirituelle. Le spirituel, c'est voilà, le djihadun nefs, l'introspection, le fait de réfléchir, le fait de faire le dhikr, la mulaqaba, c'est tout ça en fait, subhanallah. Et on doit pas à l'école comme à la maison donner un chemin de vie tout tracé à l'enfant. Halal, haram, tu fais pas ci, tu fais pas ça, obligation interdit. Mais lui montrer la voie, tout en le laissant accomplir son propre chemin. Moi, je suis pas maman, mais je trouve que c'est mieux de laisser à l'enfant l'opportunité, parfois oui de faire des erreurs, oui c'est vrai de faire ses expériences et de revenir par lui-même aux choses. Parce que si vous lui barricadez tout, comme je l'ai dit à un moment donné, il va vouloir aller vers les choses barricadées. Le croyant, faut pas qu'on oublie que le croyant c'est un être qui est alerte, qui est intelligent, qui est toujours en éveil, qui réfléchit. C'est pas un être qui est amorphe, qui fait comme ça, je fais comme ci parce qu'ils me l'ont dit. Non, il réfléchit, il fait les choses, il est éveillé. C'est pas un âne ou un mouton qui gobe tout, qui applique sans jamais se demander, qui a aucune notion d'introspection ou de questionnement. Allah, il l'a doué d'intelligence. Si Allah il nous a doué d'intelligence, c'est bien pour quelque chose. Il doit s'en servir. Et c'est, je pense, qu'on doit inculquer à nos enfants, encore une fois, en n'étant pas maman, mais en étant simplement prof. Si beaucoup de jeunes se désintéressent de la religion, encore une fois, à mon humble avis, c'est parce qu'on vient leur amener un plateau d'interdits, de haram, d'obligations déjà toutes faites, qu'ils n'ont plus qu'à avaler. Tiens, tu manges, et surtout, tu demandes pas pourquoi. Sans leur expliquer le pourquoi, sans leur parler de tout le reste. Leur mission d'ambassadeur de l'islam. Ça, on dit pas aux élèves. Pardon, on dit pas aux enfants que ce sont des ambassadeurs de leur religion, qui doivent qui doivent faire le da'wah. Sans leur parler de leur mission de da'wah de l'islam, sans leur parler de leur mission de partager au reste du monde un don divin et une amana. C'est-à-dire ce qu'Allah il leur a donné en termes de dons. Si on disait à nos enfants, de toute façon c'est même pas que nos enfants, mais on doit comprendre que nous, en tant qu'être humain, en tant que croyant, en fait Allah il a placé en chaque être humain un don, une facilité, un talent, appelez-le comme vous voulez, un don. Et cette chose-là, tu dois la mettre au service de la da'wah, tu dois la mettre au service de ton Seigneur, tu dois la mettre au service de l'islam. Allah, il t'a donné voilà le don de bien parler, il t'a donné le don de bien écrire, il t'a donné le don de savoir captiver les auditoires. Et ben serre-toi-en, serre-t'en pour servir la cause de l'islam, pour servir la da'wah, pour appeler à ton Seigneur, à la paix, pas dans une propagande difficile et méchante, non, pour appeler à la paix, à la sérénité. Ensuite, et je vais me dépêcher parce que ça fait déjà pas mal de temps que je parle, mais les solutions qu'on peut mettre en place, selon moi, selon mon humble avis, pour un peu remédier à cet échec en fait de l'éducation nationale, le grand A, le grand A, ce serait de rendre les élèves acteurs et de vivre avec notre temps. Rendre les élèves acteurs et vivre avec notre temps en tant que prof. De tout ce que j'ai expérimenté dans ma très courte carrière de très jeune prof, c'est quand on permet à l'élève d'être acteur qu'il apprend le mieux et qu'il réussit le mieux. Et c'est pas quand on lui trace un chemin tout fait, tout prêt à suivre bêtement. CF, le bachotage, surtout l'éducation nationale, ils sont des rois pour ça, le bachotage, à apprendre par cœur. Même si je pense quand même que l'apprentissage par cœur, il est pertinent dans certains domaines. Je pense pas qu'il faut le renier dans tous les domaines, mais quand même, il faut le mesurer. Le fait de régurgiter simplement un cours sans avoir rien compris, ça c'est les pires choses en fait qu'on peut, ça dépend des contextes comme je vous ai dit, mais c'est les pires choses qu'on peut apprendre aux élèves. Encore une fois une anecdote, je surveillais les examens d'anglais la semaine dernière dans mon établissement, et il y avait 2 élèves,
qui passaient. Donc du coup des élèves à moi qui passaient leur examen d'anglais. Et il y avait une élève, elle a commencé à parler, etc. C'était un oral, elle devait amener une discussion avec sa camarade. Mais moi j'ai pas compris tout de suite en fait. Et elle parle et tout, je me dis mais franchement elle parle bien anglais et tout, machallah, c'est bien. Il a fallu que la prof lui pose une question qui n'était pas dans ce qu'elle avait appris, parce que j'ai appris par la suite qu'elle avait appris. Il a fallu que la prof lui pose une question qui n'était pas dans son script pour qu'elle perde tous ses moyens. Je l'ai même pas reconnu, je me suis dit mais attends, il y a une minute elle parlait super bien anglais, c'était fluide. Et là, elle a perdu tous ses moyens. Et c'est quoi le problème? C'est parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appris par cœur tout son cours, elle a appris par cœur la discussion en se disant jamais une seule seconde. Il est possible qu'il y ait des imprévus dans une discussion, il y a des imprévus. Il est possible que ma camarade, elle oublie, donc que je doive rebondir sur une phrase, que je doive créer quelque chose, que je dois inventer une autre alternative. Non, elle a appris tout par cœur. Et ce qui a fait que finalement, en fait, forcément, après, quand elle a dû parler par elle-même sans parler du par cœur, bah, elle savait plus dire un mot en fait, et je me suis dit mais c'est quand même incroyable, comment ça se fait qu'on en est arrivé à ça, à se dire que pour apprendre, la seule moyen c'est d'apprendre par cœur, c'est vraiment dommage. Quand on donne le sentiment à l'élève que son avis compte, que sa façon de faire compte, que son travail compte, et non pas simplement qu'on attend qu'il recopie bêtement quelque chose, c'est là, encore une fois à mon avis, c'est là qu'il va se sentir important et s'investir. CF, je le vois bien, dans mes débats en philo. Je vois très bien le fait que de tout ce que j'ai retenu de positif, d'ailleurs j'ai demandé à mes élèves de me faire un petit carnet, un petit cahier, enfin je leur ai passé un cahier et ils m'ont écrit tous leurs avis. Je leur ai dit vous me donnez vos avis positifs comme négatifs, moi je veux vraiment que vous soyez honnête avec moi. Et la plupart des choses qu'ils m'ont dit, madame on aime bien votre cours, pourquoi? Parce que c'est le seul dans lequel on a le droit de parler. Merci madame parce que vous nous laissez le droit de nous exprimer. Notre parole compte, on peut s'exprimer librement sans être jugé. Donc ça prouve bien que ça leur tient à cœur en fait. Ça leur tient à cœur de s'investir et de donner leur avis. Subhanallah, puisque c'est l'ère des réseaux sociaux, il faut forcément faire un effort et s'y adapter, en fait. En adaptant nos supports, nos contenus, en fait, à ce qui leur plaît. Ce qui leur plaît, c'est les réseaux. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les séries. Ben, il faut aller vers là. Après, je suis pas en train de dire, attention, hein, parce que je suis pas en train de dire, faut mettre les élèves pendant 1 heure devant une série, devant un film. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il faut s'appuyer sur des supports, pour éveiller des supports qu'ils connaissent et qu'ils aiment, pour éveiller ensuite leur curiosité. En fait, le support, c'est juste un tremplin. Genre, ils vont sauter à partir de ce tremplin, et c'est à partir de là, après le tremplin, on s'en fout. C'est à partir de là qu'en fait, là, ça va être intéressant. Mais d'abord, il leur faut le marchepied, le tremplin, le plongeon, et ensuite, une fois qu'ils sont dans le bain, c'est là que c'est intéressant. En parlant de série, je sais pas si vous savez, moi j'aime énormément la série Black Mirror, je trouve qu'elle relève du génie. Vraiment, la personne qui a fait cette série est un génie, je pense sincèrement. Et en fait, je leur ai passé l'épisode de Black Mirror, dans lequel, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous connaissez d'ailleurs, mais allez regarder cette série si vous connaissez pas, dans lequel en fait il y a ça critique, parce que ce qui est trop bien cette série, c'est qu'il critique les réseaux sociaux, enfin il critique pardon l'ère du temps, mais de façon à ce que tu te dis, en fait c'est pertinent ce qu'ils disent. Genre c'est des dystopies, il montre un peu des dystopies, ce que pourrait devenir le monde dans un futur inquiétant. Et en fait, tu te dis, mais en fait, ça pourrait grave arriver. Et bref, dans cet épisode-là, il critiquait les réseaux sociaux. Le fait que les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment trop, ça prend tout notre temps, ça prend toute notre vie, on pense qu'à ça, on pense qu'au like, on pense qu'à la popularité, on pense qu'aux followers. Et en fait, dans cet épisode-là, je leur montre du coup un passage dans lequel la fille, elle devient complètement tarée, mais vraiment c'est ce qu'elle veut dire, parce qu'elle pense qu'à ça. Elle pense qu'à ses likes, elle pense qu'à ses follow, et en fait elle doit aller au mariage de sa meilleure amie, mais pour pouvoir rentrer dans ce mariage, elle doit avoir un nombre de likes, un nombre de followers. Bref, je leur ai montré ça, et à partir de cet extrait-là, bah, j'ai parlé avec eux l'impact des réseaux. Est-ce que vous êtes beaucoup sur les réseaux? Est-ce que vous trouvez que c'est important? Est-ce que pour vous c'est la vraie vie? Mais voilà, vous voyez, en prenant un support qu'ils connaissent, un support auquel ils sont habitués, vous pouvez commencer à faire quelque chose d'intéressant parce que ils vont se sentir compris en fait. Ils vont sentir que vous allez que vous allez sur leur terrain. Ils vont sentir que vous allez vers eux, que vous avez fait le pas vers eux. Et après, forcément, naturellement, comme tout être humain, quand tu fais un pas vers lui, normalement, il fait un pas vers toi. Après, voilà, comme je dis, ça veut pas dire les coller devant la télé pendant toute 1 heure. Bien sûr que non, mais voilà, les rendre acteurs, je pense que vraiment en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est que quand je les rends acteurs du cours, quand je les encourage, quand je leur dis mais ouais ton avis il est trop intéressant, mais c'est vrai, mais toi t'en penses quoi, mais t'es sûr que t'es d'accord avec lui, c'est vraiment parce que moi je suis vraiment intéressée, je fais pas semblant, quand vraiment je leur demande leur avis et qu'ils se sentent acteurs, qu'ils sentent que ce qu'ils disent est important, bah c'est là en fait qu'ils kiffent en fait et qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de leur potentiel. Ensuite, le petit B, et j'ai bientôt terminé, je pense l'une des solutions, ça va pas faire plaisir aux gens, enfin, ça va pas faire plaisir de façon générale, mais c'est la vérité, la discipline retrouvée. Ça plaît pas quand on dit ça, mais personnellement, je trouve qu'on a vraiment basculé, encore une fois, par peur de ne pas être
ouvert d'esprit, dans un progressisme à outrance, dans un relativisme qui ne veut plus rien dire en fait. À force de laxisme, à force de pédagogie bienveillante, c'est bêtise, hein, et de toutes ces bêtises-là, on a accéléré le processus de désacralisation dans lequel on était déjà. En fait, en faisant des profs des figures lambda, comme les autres, en faisant des profs des copains, ouais c'est des amis, c'est des copains, limite au même niveau que les élèves, on a fini par faire perdre à ce statut et à ce métier toute sa noblesse. Mais vraiment, je le vois. Moi, si à mon âge, j'ai 28 ans, si à mon âge, ça fait que 10 ans plus ou moins que j'ai quitté l'école, c'est pas énorme. Si à mon âge, j'avais insulté un prof, si j'avais menacé un prof de le frapper, si je lui avais parlé comme il parle maintenant, mais je serais rentrée chez moi, j'aurais signé mon arrêt de mort en fait, complètement, j'aurais signé mon arrêt de mort. Être autoritaire, punir, être juste n'est pas un signe de tyrannie en fait, mais c'est plutôt un signe d'amour. Un élève qui, et même un enfant en général, qui voit que ses profs et ses parents, ils lui cèdent pas tout en fait, ils lui posent des restrictions, ils lui posent des barrières, c'est un élève qui va se sentir, ou un enfant qui va se sentir aimé en fait. C'est pas manquer d'ouverture d'esprit et être intolérant que de refuser à son enfant de 3 ans de changer de sexe en fait. Non, c'est être logique, c'est être juste, c'est avoir peur pour lui, c'est vouloir le protéger. Nous sommes les adultes, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Même si voilà, comme je vous dis, on est dans une société de fitna dans laquelle toutes les valeurs s'inversent, faut pas oublier que les adultes, c'est nous, c'est à nous de prendre les choix, c'est à nous de prendre les décisions. C'est du bon sens, c'est à nous de protéger nos enfants et nos élèves. Et la punition, quand elle est juste, elle est pas blâmable. Au contraire, elle éduque, elle apprend, elle corrige. On manque en fait cruellement en Europe, je trouve, d'une discipline juste et bien menée. Soit on tombe dans l'autoritarisme ridicule et non fondé, soit on tombe dans un laxisme sans limite, dans lequel on est d'ailleurs le plus souvent. Les enfants, en fait, faut le dire, hein, c'est la vérité, ils sont devenus des rois. Qu'on veut absolument froisser sous aucun prétexte. Oh non, il faut pas lui dire ça, si tu lui dis non, il va être traumatisé. Surtout, ne dites pas non à votre enfant, sinon il va être traumatisé. Surtout, ne mettez pas une claque sur la main de votre enfant, sinon il va être traumatisé. On est vraiment arrivé à ça, en fait. Et on a fait des enfants, des rois, qui décident de tout, qui donnent le tempo à la famille. C'est selon leurs envies qu'on fait les choses, mais c'est grave. Et après, on s'étonne qu'à 17 ans, 18 ans, ils vont brûler des voitures. Bah, regarde comment tu l'as éduqué, en fait, tout simplement. À nouveau ici, mais c'est vrai que c'est un climat et un contexte actuel qui sont en grande partie responsables, surtout en Europe. Quand je raconte à mon mari en fait ce que font mes élèves, quand je lui ai raconté qu'il y en avait qui voulaient frapper des profs, qu'il y en a un qui m'a hurlé dessus, j'ai cru qu'il allait me frapper. Quand je lui ai raconté qu'il y en a qui sont déjà allés en prison, lui il vient du bled, il me dit mais MDR, mais lui il pète les plombs en fait, il me dit mais quoi, c'est impossible ça là-bas, c'est impensable, subhanallah. Alors oui, je pense aussi que l'éducation, à mon avis, du bled, elle est peut-être à revoir, mais au moins, faut dire les choses, il y a encore ce respect, il y a encore cette sacralité des profs, cette déférence presque qu'on accorde au corps enseignant. C'est bien loin en Europe et c'est encore pire en France, en fait, on n'a plus rien à faire des profs, on s'en fout d'eux, ils ont aucun respect, ils ont aucune estime. Quand on n'est pas les victimes des élèves, nous les profs, on devient leurs amis. Ben non en fait, enfin il y a un juste milieu, le métier de prof c'est un des métiers les plus nobles, je sais pas si vous vous rendez compte, sans vouloir me vanter, je parle pas de moi, je parle du métier. Tu viens amener le savoir, quand t'es prof, tu amènes le savoir à des pages blanches, tu amènes le savoir à des pages vierges, tu amènes le savoir à des personnes qui n'en ont pas, il y a quoi de plus noble? Et je crois qu'il y a même un hadith à propos du prof qui dit qu'après le prophète, c'est le prof en gros qui a beaucoup de mérite, en fait j'ai un truc comme ça, mais qui dit qu'en fait le prof il a vraiment un statut incroyable, et c'est vrai quand on y réfléchit. La personne, elle vient éduquer ton enfant. Bien sûr, toi aussi en tant que parent, mais elle vient apprendre des choses à ton enfant. Des choses qui lui serviront toute sa vie. Comment ne pas les respecter? Subhanallah, c'est quand même incroyable. Et des fois, il y a des profs géniaux, moi j'ai vu des profs comme ça, qui viennent donner des perspectives d'avenir à des enfants qui, à la base, à cause de leurs milieux sociaux, à cause de leurs conditions culturelles, et ben en fait, ils auraient pas pu avoir ces perspectives d'avenir. Des profs qui viennent vraiment donner des vraies perspectives d'avenir à des enfants qui sont engoncés dans leurs milieux sociaux défavorisés. Ça existe des gens comme ça, qui viennent les sauver. Bien sûr, c'est Allah, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc non, je trouve que vraiment... on devrait plus respecter les profs, c'est pas parce que j'en suis une, c'est parce que je trouve que c'est un métier magnifique en fait. Donc en fait, toi tu ouvres des perspectives d'avenir à des enfants et tu te fais insulter par les parents, tu te fais presque frapper par tes élèves. Quand t'oses aller te plaindre à tes collègues, donc c'est censé être tes collègues, ils partagent la même chose que toi, à ta direction, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe, pardon? Ben on te prend pas au sérieux. Oh t'en fais trop, faut pas faire de vagues, t'es rabaissé pour une excuse de voilà, on veut pas faire de vagues, ça sert à rien, c'était pas la peine d'en parler, laisse-le. Bah voilà. Donc portez un peu vos coronesses, hein, c'est le cas de le dire, et défendez vos collègues, parce que c'est dommage qu'on en soit arrivé à ça. Vraiment c'est dommage. Et enfin, là j'aimerais m'adresser aux profs et à l'éducation nationale de façon générale. On sait jamais qui passe par là, je pense pas, mais bon.
de façon générale, de toute façon, le propos il s'étend, faites ce travail par passion. Vraiment, faites ce travail par passion parce que franchement, vraiment, wallah, quand je vois des profs qui sont encore jeunes, ça fait même pas 10 ans qu'ils sont profs, 5 ans, oui, quand je vois des profs qui sont jeunes, qui abandonnent, qui baissent les bras en refilant simplement, tiens, ils refilent une liasse de feuilles à leurs élèves et disent, tiens, vous recopiez ça, vous me faites ça pour demain, vous. Ils ont pas de passion, les mecs, ils sont lessivés, ils sont usés, ils sont aigris, tu vois, qu'ils ont envie, ils ont pas envie, ils viennent juste ils viennent en traînant les pieds, ils donnent leur liasse de cours et ciao. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Comment vous voulez, en fait? Ils viennent juste pour avoir leur salaire, comment vous voulez donner envie à des élèves si vous avez ce comportement-là? Enfin, subhanallah, c'est incroyable. Là, par exemple, c'est pareil, encore une fois, par rapport au conseil de classe d'aujourd'hui, il y a des profs, tu sens qu'en fait, il y a des élèves, ils n'ont pas les capacités de passer. Ils n'ont pas les capacités de passer dans la classe supérieure, ils ont pas les capacités, mais on les fait passer pourquoi? Il y en a, il faut dire la vérité, hein. On les fait passer pourquoi? Parce qu'on a la flemme de leur faire un examen de passage, on a la flemme de leur refaire des examens, on a la flemme de leur faire passer, voilà, une seconde session. Du coup, comme on n'a pas envie de corriger des examens de passage pendant les vacances d'été, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on les fait passer, alors qu'on sait que le gamin, tu vas le faire passer en 6e, en 5e, en 4e, il va encore plus galérer. L'année prochaine, ça sera une épreuve pour lui. Mais toi, parce que tu veux pas corriger les examens pendant l'été, eh ben, tu vas le faire passer. Et voilà. Et en fait, l'égoïsme, l'individualisme, il a gangrené même des métiers et des professions aussi nobles qu'enseignants. Et c'est vraiment dommage. Je comprends, franchement, je comprends. La vérité, je comprends qu'on soit lessivé, je comprends que franchement, je le vois. Les élèves, ils sont de plus en plus durs. Mais je dis non, même si je comprends, pardon, je dis non parce que vraiment, arrêtez d'être aigri, arrêtez d'être dépassé, d'être saoulé, même si encore une fois je l'ai été et je le suis. Il y a des fois je vais à l'école, je suis énervée, je suis saoulée, il me casse la tête, il me saoule. Mais vite, alhamdoulilah, je me ressaisis parce que je me dis, c'est des élèves, c'est le futur de demain en fait. C'est vraiment sur nous que ça repose en quelque sorte. Et il faut essayer de donner envie à ces élèves, d'être des modèles, de leur montrer qu'ils sont pas bêtes, de leur montrer qu'ils sont intéressants en allant voir dans leur propre champ à eux. Ne venez pas plaquer vos propres exigences à vous sur eux, mais tâchez de partir d'eux pour aller vers vous. Et c'est ce que le professeur il faisait, il partait toujours des gens, il partait toujours de la condition des gens, du niveau d'instruction des gens, du niveau de religion des gens, pour aller lui vers eux en fait. Il les faisait pas venir à lui, il allait sallam vers eux. C'est ça la vérité, c'est ça la véritable façon de faire, je pense. C'est pas parce qu'un élève il est nul théoriquement qu'en pratique il est nul. Faut pas le condamner. Faut cesser en fait de baser tous nos apprentissages. Ça c'est une chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'il faut cesser de baser tous nos apprentissages sur le théorique, le par cœur, la logique des concours. La logique des concours, je vais pas en parler ici parce que je vais m'énerver, mais c'est aberrant. Noter toute une année, même des fois plusieurs années d'apprentissage pour le CAPES par exemple, sur 5 heures d'épreuve, c'est aberrant. Il faut intégrer de la pratique, de l'éthique, du terrain dans ces apprentissages. Arrêtez de les laisser trop théoriques, ces apprentissages. Les laisser s'exprimer les élèves depuis là où ils sont, depuis là où ils réussissent et excellent, sans vouloir tâcher de les mouler dans un carcan qui est bien trop étroit en fait, et qui est bien trop uniforme. Combien de profs lessivés, usés, saoulés, qui viennent sans passion, qui viennent sans âme, qui viennent sans entrain. Et est-ce que vous pensez pas que vos élèves ils ressentent quand vous êtes saoulés comme ça? Est-ce que vous pensez pas que vos élèves ils ressentent quand vous arrivez, vous avez une tête jusqu'à par terre, vous êtes gris, vous êtes morose? Vous pensez pas que vos élèves ils le voient, que vous êtes saoulés, vous avez pas envie d'être là? Mais eux ils ont pas envie d'être là non plus en fait, subhanallah. Et vous leur donnez encore moins envie, parce que c'est un cercle vicieux, ça leur donne encore moins envie de s'investir et de travailler, et du coup vous allez être énervés, et du coup vous allez encore moins être motivés, et eux aussi, et voilà, et c'est un cercle en fait, subhanallah. Donc bien sûr, je sais, on est des humains, hein, on a tous nos coups de mou, et encore heureux, mais faut pas oublier que nous sommes, comme les parents, des acteurs devant les élèves. Montre du respect, ils te respecteront. En général, hein, je dis bien. Montre de l'entrain, ils vont être enthousiastes. Montre du désintérêt, de la lassitude, ils ne s'intéresseront pas à toi. Et ça, je l'ai vu parce qu'il y a plusieurs élèves, donc dans le petit carnet dont je vous ai parlé, qui m'ont écrit que, madame, vous êtes toujours enthousiaste. Alhamdoulilah, vraiment, ça vient d'Allah parce que souvent, je suis fatiguée le matin, c'est très compliqué pour moi. Mais voilà, je sais qu'Allah il me facilite beaucoup, mais ils me disent, madame, vous donnez envie parce que vous êtes pleine d'entrain, vous êtes là, vous motivez, vous avez le smile, vous avez la pêche, et ça motive, et c'est vrai. Même moi, les profs que j'aimais le plus, si je m'en rappelle maintenant, c'était des profs qui avaient la pêche. Bon, après il y a des exceptions, parce qu'il y a des pointures, on les aime, même s'ils font la gueule, on les aime, parce qu'ils sont tellement des pointures, mais de façon générale, votre attitude, elle va déterminer la réception de l'élève quant à votre cours. Vraiment, si j'ai une dernière chose à dire aux profs, à l'éducation nationale, faites ce travail par passion. Innovez, inventez et réfléchissez toujours à de nouvelles choses. CF par exemple, cette année en philo, moi je suis prof de philo si vous avez toujours pas compris, j'ai décidé de leur parler de Freud, de la théorie du ça,
donc de la théorie de l'hypothèse de l'inconscient, pardon. Et de sa théorie du ça, du moi et du surmoi. Donc Freud il dit en gros très rapidement qu'il y a 3 instances dans notre psychisme. Le ça, donc c'est l'instance animale, on va dire, qui a toutes les pulsions, les désirs, toutes les choses un peu honteuses. Le moi, donc c'est nous, la réalité. Nous on est le moi, comment on est comment on est en réalité avec les gens. Et le surmoi c'est l'instance punitive, en mode tout ce qui va te dire ne fais pas ça, les exigences, les interdits, l'autorité. Et qu'est-ce que j'ai fait pour leur faire comprendre ça, parce que c'est un peu compliqué. Ben je leur ai fait un schéma en fait, enfin je leur ai fait une mini scénette, ouais, j'ai fait un schéma de table et j'ai fait un schéma de classe, et j'ai fait une mini scénette, c'est-à-dire que au milieu j'ai mis un élève qui représentait le moi, donc le moi c'est le principe de réalité, le moi c'est celui qui est toujours tiraillé entre le ça qui veut faire que des choses mauvaises et le surmoi qui veut faire que du bien, et du coup lui il fait le compromis entre les deux. J'ai fait les élèves à droite qui étaient le surmoi et les élèves à gauche qui étaient le ça. Et j'ai dit voilà, donc maintenant, toi t'es au milieu, je sais pas Karim ou j'en sais rien. Vous devez lui donner, vous devez incarner le ça. Donc vous devez donner des ordres, des ordres de choses qui vont pas être bien. Par exemple, va voler, va faire ci, frappe cette personne, dit des mauvaises choses, fait de la médisance. Et de l'autre côté, j'ai dit à l'autre groupe d'élèves, vous êtes le surmoi, vous devez donner des ordres, des bonnes choses en fait, vous êtes le petit ange et le petit démon. Donc ne fais pas ça, c'est pas bien, la religion, c'est haram, ceci, cela. Et voilà tout simplement, après je dis pas que c'est facile, mais de façon générale, c'est vraiment en mettant de la vie dans vos cours, voilà pourquoi pas sous forme de scène de théâtre. Je sais, c'est un truc de fou, on est en train de se dire qu'on est en train de faire des scènes de théâtre pour apprendre un cours, mais des fois on n'a pas le choix. C'est en se donnant corps et âme et c'est en essayant d'inventer des solutions comme ça que vous allez piquer leur intérêt. Et même ceux qui continuent à être aigris, à être blasés, ils me l'ont dit à la fin de l'année, j'étais choquée, je me suis dit ah ouais, lui il était blasé tout au long de l'année et il vient me dire à moi qu'il a aimé mes cours. Mais oui, parce qu'en fait ils vont pas vous le dire sur le début parce que fierté, parce que machin, mais à la fin ils vont vous dire, et moi ils me l'ont dit, franchement on a bien aimé vos cours parce que ça bougeait, vous avez toujours innové, vous avez essayé de faire des choses qu'on voyait pas ailleurs. Alhamdoulilah. Ne pas hésiter à innover en fait, ne pas hésiter. Je parle pas du contenu, je parle parce qu'on a des programmes, on doit les respecter. Je parle de la forme. N'hésitez pas à innover, à trouver des idées toujours originales, toujours, qui vont les mettre en action, acteurs, qui vont les mettre toujours en action. Inch'Allah. Et pour conclure, j'ai un peu soif. Bismillah. Pour conclure, il faut dire que on peut très bien être acteur de son temps sans pour autant tomber dans le progressisme à outrance que nous propose, que nous impose cette société. Montrons aux jeunes de maintenant, surtout aux jeunes musulmans parce que voilà, c'est mon public, montrons aux jeunes qu'ils peuvent trouver un juste milieu entre la modernité et leurs valeurs, et leur éducation, et leur religion. Via l'éducation qu'on va leur proposer, nous, subtil mélange d'apprentissage et de méthodes innovantes, contemporaines, en phase avec notre temps, sans pour autant, encore une fois, tomber dans un wokisme à toute épreuve caricaturale de son époque. Si l'éducation allie modernité et spiritualité, on ne peut que gagner. Si on fait comprendre à nos jeunes que leurs valeurs, leur dîne, leur religion n'est pas chronophage, c'est-à-dire n'est pas opposée avec l'époque actuelle, mais qu'au contraire cette époque, correctement utilisée via les réseaux, elle peut être un levier, elle peut être un tremplin pour faire la da'wah, on aura tout gagné. En fait, il faut tout simplement, bien sûr c'est en théorie, et on met la nia d'y arriver, il faut allier les moyens de son époque avec les valeurs intemporelles de l'islam. Voilà le cocktail gagnant, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez ?